Je tenais à remercier le conseil scientifique de Respifil pour me donner l'occasion de présenter donc, la digitalisation d'un programme d'éducation thérapeutique dans l'hypertension pulmonaire. Alors, une problématique que vous connaissez tous, un patient qui souffre d'hypertension pulmonaire a une nécessité d'acquérir très rapidement un besoin d'autonomie dans la gestion de sa maladie. Tout d'abord parce qu'il y a un parcours de soins spécifique qui se met en place avec une prise en charge hospitalière, aussi une prise en charge au niveau du secteur ville. Une particularité des traitements aussi, avec des traitements particuliers parfois par voie parentérale, des traitements combinés, et puis des traitements spécifiques en rétrocession hospitalière et des traitements non spécifiques en ville. Et finalement, le patient va très vite être une ressource auprès des professionnels de santé de ville, et des témoignages nous disent que certains patients vont apprendre à leur pharmacien d'officine ce qu'est l'hypertension pulmonaire, les traitements spécifiques, et probablement de manière identique pour les autres professionnels de santé. L'isolement, donc c'est le fait d'être ressource, un sentiment amène un sentiment d'isolement, dont parlait Marc tout à l'heure, mais aussi lié à un éloignement géographique du fait de la faible prévalence de la maladie. Et puis ces signes cliniques non spécifiques, la dyspnée d'effort ou de repos, et puis la fatigue qui font que très vite les patients vont avoir besoin à la fois de compétences d'auto-soins dans la gestion de leur traitement, mais aussi de compétences d'adaptation pour être en capacité d'expliquer leur maladie. Donc ce besoin d'autonomie a été très vite anticipé, lié aussi aux politiques de santé publique lorsqu'il y a eu la création des programmes d'éducation thérapeutique qui pouvaient être déposés et labellisés auprès de l'Agence régionale de santé. Et donc le programme ARP pour hypertension artérielle pulmonaire et éducation, qui est dédié aux patients qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire, mais aussi aux patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, parce qu'une stratégie de prise en charge spécifique aussi a été mise en place. Et donc, c'est un programme qui a plus de 10 ans maintenant, même un peu plus, avec 2 renouvellements. Et puis, il y a eu aussi tout un programme de formation avec ARP en région, où plusieurs centres de compétences qui le voulaient et qui le pouvaient bénéficier de cette formation à ce programme d'éducation thérapeutique. Donc voici comment se déroule le processus du programme ARP. Alors tout d'abord, il y a dès que le patient est hospitalisé, qui est le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'HTPT qui est confirmé, il va y avoir proposition d'entrer dans le programme d'éducation thérapeutique et après l'accord du patient, réalisation du bilan éducatif partagé ou diagnostic éducatif, c'est un autre vocabulaire. Et s'en suivent les séances individuelles qui vont être adaptées aux besoins du patient avec plusieurs types de séances pour arriver ensuite à une synthèse des compétences, à un transfert de cette synthèse auprès des acteurs de ville. Ce qu'on peut voir dans ce processus, c'est que finalement, il va y avoir uniquement des séances individuelles qui sont proposées actuellement au niveau du programme ARP et en présentiel pour les patients qui sont hospitalisés. Donc c'est une proposition d'inclusion dès le diagnostic. Et parfois, cette proposition d'inclusion dès le diagnostic a une temporalité qui est parfois inadaptée parce que les patients ont besoin aussi d'intégrer toutes ces informations et être en capacité après d'en recevoir d'autres pour acquérir une certaine autonomie peut être compliqué. Il y a une file active importante des patients aussi qui est maintenue dans le temps depuis 2010, mais on le voit avec un seul type finalement d'offres éducatives en présentiel et pour les patients hospitalisés. Et cette temporalité un peu compliquée, cette offre éducative peut être source d'abandon du programme. Il y a une enquête intéressante de l'ARS Grand Est en 2019 qui a essayé d'étudier pourquoi, finalement, quelles étaient les ressources d'abandon des patients qui étaient inclus dans les programmes d'éducation thérapeutique. Alors, il y a plusieurs types d'abandon que vous pouvez voir, mais finalement, ils peuvent être catégorisés, en trois grandes parties. Tout d'abord, une complication médicale, la dégradation de l'état de santé du patient qui fait qu'il ne sera pas en capacité non plus soit de suivre un programme, soit de se déplacer. La volonté aussi du patient, la perte de motivation, la volonté d'abandon du programme, au contraire un patient qui va mieux, qui peut reprendre le travail et qui n'est plus disponible en fait pour se rendre à l'hôpital, parce que c'est beaucoup encore hospitalo-centré, les programmes d'éducation thérapeutique. Et puis après tout ce qui est éloignement géographique, difficulté de transport, déménagement du patient, sortie d'hospitalisation qui font que ce sont autant de barrières pour le maintien dans le suivi d'un programme d'éducation thérapeutique. Alors finalement, la digitalisation a de multiples intérêts pour le programme ARP, parce que par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, ça va vraiment permettre cette digitalisation, finalement un accompagnement au rythme du patient, selon sa disponibilité, sa motivation, et puis les événements qui peuvent apparaître dans son parcours de vie. Et puis c'est une offre éducative qui peut être aussi proposée aux patients seuls, mais aussi à l'aidant s'il le souhaite.
Donc l'objectif de digitaliser le programme ARP, c'est à la fois de renforcer les compétences qui auront été acquises en présentiel, c'est une offre complémentaire. Donc le patient qui entre dans le programme d'éducation thérapeutique en présentiel peut compléter et renforcer ses compétences par la digitalisation. Mais ça peut aussi permettre d'inclure des patients qui soit ne souhaitaient pas entrer dans le programme parce que la temporalité n'était pas bonne à ce moment-là pour eux, ou pour qui une offre éducative n'est pas encore actuellement proposée. Ça peut être ça peut pallier, ça peut être une porte d'entrée pour entrer dans un programme d'éducation thérapeutique. Donc l'objectif vraiment de cette digitalisation, donc grâce à l'appel à projet des GOS de 2019, était de renforcer l'offre éducative pour tous les patients et pour chacun de ces patients à un moment propice et adapté à sa condition. Alors voici la construction de ce projet. Donc tout d'abord, il y a eu l'identification des objectifs éducatifs, puis la création de ces parcours éducatifs, la production après de ces parcours, parce qu'on est parti sur un modèle de Serious Game, et après le dépôt de ces parcours sur une plateforme habilitée, donc une plateforme d'éducation thérapeutique et hébergeur de données de santé. Alors pour l'identification des objectifs, donc c'est le groupe de travail de l'équipe éducative qui était constitué de l'équipe éducative et qui a travaillé avec l'association de patients HTAP France, qui a permis d'identifier les besoins via les demandes récurrentes des patients auprès de l'association. Il y a 2 grands besoins qui ont été identifiés. La gestion des traitements dans le parcours de soins qui pouvait paraître un petit peu compliqué et la gestion de la fatigue aussi qui était très prégnante pour ces besoins. Alors, la création des parcours éducatifs, nous sommes partis sur un Serious Game. Je ne vous ai pas remis toute la littérature sur l'intérêt du Serious Game dans l'apprentissage. Il y a les MOOC, il y a les Serious Games, il y a l'e-learning, il y a la simulation, etc. Mais le Serious Game, en tant que jeu immersif, a fait ses preuves, en tout cas sur la formation, souvent des professionnels, dans la formation professionnelle, et très peu, il y a quelques retours d'expérience maintenant, mais quand même assez peu dans l'éducation thérapeutique. Donc c'était un outil novateur pour favoriser l'apprentissage dans le cadre de l'ETP. Nous voulions une évaluation avant-après pour pouvoir objectiver l'acquisition des connaissances des patients et puis aussi une évaluation de l'outil par l'ensemble des patients pour pouvoir nous améliorer par la suite. Donc, en fonction de ce cahier des charges, nous avons réalisé des parcours éducatifs en fonction des profils des patients qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire et des patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et dans l'HTAP, 4 scénarios en fait ont été créés. Un premier scénario bithérapie avec et sans traitement par antivitamine K, et un autre scénario de trithérapie avec et sans traitement antivitamine K. Donc soit au total 4 scénarios pour l'HTAP et un scénario pour l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc si on doit résumer sur le parcours éducatif du patient digitalisé, le patient va au début réaliser un questionnaire initial, donc c'est l'évaluation des connaissances, mais aussi de la confiance qu'il peut avoir dans la gestion de son parcours de soins, où il se retrouve, quels sont les professionnels de santé, quels sont les traitements dont il peut bénéficier, quel est leur intérêt. Après, la réalisation du Serious Game en tant que tel, puis un questionnaire de suivi, et enfin le questionnaire de satisfaction. Donc ensuite, il y a eu la production du Serious Game sur le logiciel VTS qui vient de l'entreprise Serious Factories, que nous avions déjà les compétences pour pouvoir programmer sur ce logiciel. Et là, l'idée, c'est de vous faire une présentation vidéo sur à quoi peut ressembler le Serious Game, parce que c'est toujours compliqué de se connecter, se déconnecter, puis il y a tout un parcours éducatif. Donc déjà, c'est un parcours personnalisé. L'avatar qui vous suit commence par vous demander votre prénom et que vous pourrez avoir par la suite. Et il y a toujours un fil conducteur. Ça veut dire que vous allez aller sur différentes scènes. Chaque scène correspond à une séquence bien spécifique avec des objectifs. Donc là, au début, vous aviez la physiopathologie, après de l'hypertension pulmonaire, la pharmacie d'officine. Là, vous avez la rétrocession hospitalière avec les traitements spécifiques. Ensuite, le médecin traitant. Qu'est-ce que le médecin traitant peut renouveler ou pas? Si vous voulez partir en vacances, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis, le laboratoire d'analyse médicale. Parce que même quand on n'est pas sous traitement anticoagulant, on doit faire une surveillance biologique. Donc ça, c'est les différentes scènes, les différentes séquences. Quand l'apprenant, parce qu'il y a le patient, mais il y a aussi l'aidant qui peut faire, quand l'apprenant a réalisé l'ensemble du Serious Game, il va y avoir un feedback global sur vraiment en macro les différentes séquences et où il en est. On ne voulait pas faire du sommatif, c'est juste à titre indicatif si le patient ou l'aidant veut refaire une séquence particulière. Pour chacune des séquences, il peut aussi bénéficier de badges, toujours dans la valorisation. Rien n'est négatif dans les Serious Games. Il y a toujours la valorisation à essayer de proposer, même si on répond « je ne sais pas ».
Après, au niveau des questions, il peut y avoir des questions ouvertes, il peut y avoir des questions à choix simple, et puis il peut y avoir des questions à choix multiples. À chaque fois, il y a un feedback systématique sur la question qui va être écrit, mais qui est aussi sonorisé pour que le patient puisse avoir toutes les informations en tant que tel. Il n'y a pas de temps limite. Le patient, donc ce sont des serious games, c'est un serious game qui est assez long, mais le patient peut décider de sortir de la séquence et se reconnecter 3 semaines après, il n'y a aucun problème, il ne va pas perdre sa séquence. Donc voilà, donc ça c'est différents types de questions que l'apprenant peut avoir. Il peut aussi avoir des vidéos explicatives, il y a différents types de contenus. Par exemple, qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire? Donc, nous avons repris la vidéo très bien faite de l'association HTAP France pour valoriser le contenu et avoir différents types de contenus pédagogiques qui permettent de favoriser l'apprentissage. L'avatar, quand il va avoir ses différentes questions aussi, il a un ensemble comme dans son portefeuille, avec ses différentes prescriptions, les traitements spécifiques, les traitements non spécifiques, les bilans biologiques. Et l'idée, c'est qu'il puisse appréhender l'ensemble de ces prescriptions, savoir à quel moment il faut les utiliser. Il y a aussi le document d'automédication qu'on a l'habitude de donner aux patients, que le patient peut retrouver au niveau du Serious Game. Donc des questions et du contenu. Après le dépôt de la plateforme Stimulab, donc je remercie vraiment Respifil pour son soutien pour l'accès à la plateforme. Donc c'est une plateforme qui héberge les données de santé. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on demande l'accord au patient, parce qu'il faut toujours avoir l'accord du patient, on remet ce document explicatif au patient et il va pouvoir, nous on va créer en tant que professionnel de santé le patient sur la plateforme et lui va pouvoir se connecter et activer son compte. Donc à titre indicatif, voici comment ça s'organise. Là, c'est en tant que professionnel de santé. Donc on va pouvoir, en enregistrant le patient après, choisir son parcours en fonction de la pathologie qu'il a et en fonction des traitements spécifiques. Et puis ça, c'est côté patient. Finalement, le patient va avoir la première étape qui va être le questionnaire initial. Puis, dès qu'il aura répondu au questionnaire, donc issu de plusieurs questions, c'était à titre indicatif, va pouvoir avoir accès au Serious Game. En fait, c'est séquentiel pour qu'il puisse suivre l'ensemble du parcours. Une fois que le Serious Game est réalisé, on arrive à l'étape numéro 3, qui est le questionnaire de suivi, et enfin, le questionnaire de satisfaction. L'apprenant peut aussi avoir un ensemble de documentation, ça peut être des fiches médicaments, ça peut être des recommandations, ça peut être aussi des liens utiles vers l'association HTAP France, vers le site de Respifil, et l'idée, c'est qu'on continue à le nourrir. Donc au final, là, on était sur le processus de HARP en présentiel. Et puis arrive son petit frère, eHARP, qui va avoir pour objectif de compléter cette offre éducative avec l'ensemble des modules en ligne qu'on a identifiés, qu'on a créés, et puis les supports et documentation. Et donc, voici comment ça s'articulerait. Donc, le renforcement des compétences avec l'éducation thérapeutique digitalisée pour les patients qui bénéficient du programme d'éducation thérapeutique en présentiel. Et puis, pour les patients pour qui ce n'est pas le moment, eh bien, de pouvoir entrer par cette étape-là, par exemple, quand il y a une réévaluation en hôpital de jour, et à ce moment-là, pouvoir éventuellement enclencher un processus éducatif. Donc, en conclusion, finalement, la digitalisation du programme HARP, c'est une offre complémentaire à l'éducation thérapeutique en présentiel. Ça ne va pas se substituer à HARP. L'avantage, c'est que c'est novateur. Il y a encore peu de programmes d'éducation thérapeutique qui vont utiliser le Serious Game pour compléter cet apprentissage. Il lève certaines limites, les barrières géographiques, notamment les difficultés des patients à se déplacer, le fait qu'on peut inclure les dents, qu'on peut aller au rythme du patient. Donc ça permet de lever toutes ces limites et c'est très intéressant. Et puis c'est un abord différent qui est complémentaire. Il y a certains patients qui vont mieux répondre au présentiel, d'autres qui répondront mieux au distanciel. Donc l'objectif est toujours de faire acquérir aux patients une meilleure autonomie. Donc pour avoir une bonne adhésion des apprenants, c'est bien de faire des outils, mais encore il faut y avoir une bonne adhésion. Il faut prendre en compte les freins numériques, notamment la fracture numérique. C'est toujours une difficulté quand on se fonde comme ça sur des outils numériques. Il faut que le contenu pédagogique soit approprié. Il ne faut pas se contenter de l'outil. Parce que je vous ai beaucoup présenté le Serious Game, et la plateforme Stimulab, elle, permet aussi de réaliser des séances éducatives individuelles ou collectives en distanciel aussi. Donc, quelles sont les prochaines étapes ? Là, on est sur la synthèse des retours des usagers. Donc, l'association nous a répondu, l'unité transversale d'éducation thérapeutique aussi. Donc, on est en train de réaliser les corrections. Et puis, on aimerait bien un déploiement en octobre-novembre de 2022.
pour la suite, le scénario sur la fatigue a été rédigé grâce à Yael Storch, qui est la psychologue du service. Donc, il va falloir le programmer sur le logiciel Serious Game. Et puis, cette fois-ci, rentrer vraiment dans ces séances éducatives individuelles et collectives. Et pourquoi pas entre plusieurs centres, vu qu'on est sur du digital et on peut baisser l'ensemble des barrières. Voilà, je remercie tous les acteurs pour la réalisation de ce beau projet. Puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair, très intéressant. Vous pouvez rappeler votre rôle dans ARP et au centre de Bicêtre ? Alors moi, je suis pharmacien hospitalier, donc je suis référente du secteur de pneumologie. Je travaille beaucoup avec l'équipe de pneumologie dans le cadre de la recherche et je participe au programme d'éducation thérapeutique ARP. Après, au niveau de la coordination, c'est Olivier Sidbon qui est coordinateur du programme. Il y a Hélène Coulon aussi qui est co-coordinatrice côté médicaments. Et puis moi, je co-coordonne, côté infirmier, etc. Moi, je co-coordonne côté médicaments, mais sur le site de l'ARS. C'est Olivier Sidbon, mais on est tous les trois après sur le lien. Et juste pour une idée, quel est le coût du passage en format électronique, une estimation ? C'est une très bonne question, parce que c'est extrêmement coûteux, en fait, la réalisation des modules de Serious Game. Alors, on a eu la chance d'avoir la réactualisation avec la DGOS, donc on a pu obtenir 15 000 €. Et l'idée, ça a été d'utiliser cet argent pour avoir la licence annuelle, en fait, pour pouvoir, donc Stimulab, et donc la licence annuelle, donc ça c'était en lien aussi avec Respifil, et la licence VTS pour rédiger le Serious Game. La compétence, en fait, on n'a pas demandé un codage externe, c'est ça qui coûte très cher, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros la réalisation d'un Serious Game. On avait déjà la compétence en interne pour pouvoir qu'ils maîtrisaient déjà ce logiciel. Donc on a utilisé cet argent pour avoir la licence pour réaliser le Serious Game. Après, on peut l'extraire et le redéposer. Le Serious Game est à nous. Voilà. Donc ça a permis de réaliser un Serious Game à bas coût, parce que sinon c'était très compliqué. Mais vous aviez la compétence en interne déjà. Oui. Hilario, là. Qui vous a fait Il y avait une start-up qui a fait la vidéo. Qui s'est occupé en pratique des problèmes logistiques pour élaborer tout ça ? Alors, déjà, l'ensemble du groupe de travail s'en est occupé. On a vraiment procédé étape par étape. On voulait que le scénario soit vraiment bon avant de se lancer. Après, le logiciel VTS, donc Serious Factory, c'est pas vraiment une start-up, c'est une entreprise qui fonctionne et qu'on utilise déjà au niveau de la pharmacie, parce que je suis maître de conf aussi. Et au niveau de la faculté de pharmacie, on utilise beaucoup VTS pour former les étudiants en pharmacie. Et les étudiants en pharmacie apprennent aussi à utiliser VTS. Donc après, c'est un cercle vertueux. On connaît déjà cette entreprise. On savait qu'ils fonctionnaient bien et ils seraient pérennes dans le temps, parce que ça, c'était aussi quelque chose qui pouvait être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on avait déjà ces compétences en interne. Et juste pour avoir une idée, le retour des associations, ça a été extrêmement facile ou très rude, au contraire Mélanie est dans la salle, je pense qu'on va pouvoir parler. Non, c'est rude. C'est rude. Justement, il faut que tu répondes au doodle, hein, Mélanie. Non, c'est vraiment, en fait, c'est main dans la main. C'est-à-dire que donc les objectifs, on les avait identifiés, le scénario, on l'a identifié, etc. Après, là, on est dans l'étape de pré-déploiement et qu'est-ce que ça donne ? Il y a toujours des difficultés. La plateforme, il y a plein de choses à faire aussi sur la plateforme. Hein. Elle n'est pas adaptée complètement à Pulmotension. C'est une plateforme qui est utilisée aussi pour d'autres centres. Il y a des choses qui, pour l'instant, sont présentes sur la plateforme qui n'ont rien à faire dans Pulmotension. Et ça, en 2023, l'équipe Stimulab sait qu'il faut enlever ça, mais ça prend du temps. Donc, il y a eu beaucoup de remarques et constructives, et je vous en remercie parce que c'était vraiment important qu'on ait le retour de l'association. Il y a plein de choses à faire. Il y a de la forme, ça va être facile. Il y a du fond, il va falloir qu'on revoie ensemble voilà, et à la fois sur la plateforme et à la fois sur les modules de Serious Game, deux, trois modifications. Mais je te donne la parole, Mélanie. Non, en réalité, la seule vraie difficulté qu'on ait eue, c'est cette histoire de plateforme, parce que les connexions ne sont pas si intuitives que ça en a l'air. Preuve en est qu'en fait, il y a beaucoup d'images que tu as montrées là et qu'en fait,
on n'a pas trouvé. Donc pour l'instant, je pense qu'en réalité, on aura très peu de réserves puisque c'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Donc je ne peux guère en dire plus, si ce n'est que nous, on est très favorables à ce qu'il existe cette forme digitale, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit intuitif. L'idée, c'est que ça fonctionne. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment une adhésion. Et l'objectif, même si on part plus tard, l'objectif, c'est qu'on parte petit, piano, et que ça fonctionne et qu'il y ait une adhésion et qu'on continue par la suite. Mais tous ces outils-là sont vraiment ouverts après à l'ensemble du réseau pulmotension. Voilà, c'est vraiment la plateforme et réseau. Et si je suis patient, je vais dans le système et j'ai une question spécifique. Je suppose qu'il y a un endroit où j'ai accès au travers de la plateforme à l'expertise par... Alors, vous pouvez écrire Oui. aux professionnels de santé. Donc, nous reçoit un mail, comme quoi un patient a écrit. On peut créer des agendas aussi avec le patient. On peut se faire des séances. Alors, ce n'est pas un outil de téléconsultation médicale, parce que c'est un outil d'éducation thérapeutique. Mais c'est vraiment une plateforme où on peut partager de l'information, on peut prendre rendez-vous avec le patient. Il peut même y avoir un forum entre patients. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant, très informatif pour tout le monde. Bravo.